Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un film d'animation cette semaine. Et comme vous pouvez le constater, effectivement, vous remarquerez que le cadre a un petit peu changé. Bon, le décor, évidemment, reste le même, mais ayant lu un commentaire que j'ai reçu cette nuit ou ce matin, je me rappelle plus exactement, très motivant, et je remercie cette personne pour ce commentaire, parce qu'il est vraiment génial, hein, parce qu'il est constructif, il y a une critique, évidemment, positive et négative à la fois, donc c'est bien, c'est constructif, etc. Ça fait chaud au cœur, le côté que le contenu que je propose, notamment sur Evangelion, ça fait plaisir et ça, j'en suis content. Et effectivement, il faut l'avouer, hein, j'ai pas beaucoup accordé d'importance à la réalisation. Donc là, je change un peu le point de vue. Bon, c'est vrai que du coup, je suis un peu plus bas. Ça change un peu. Là, je suis un peu plus droit. C'est vrai que c'est peut-être mieux pour communiquer à tout le monde, etc. Et du coup, bah, j'ai l'impression, en tout cas, que le phénomène hein, de contre-plongée qui était un peu reproché, et je l'admets hein, tout à fait, bah, je pense qu'il est un peu mieux. Vous me direz hein, ce que j'en pense, et j'espère que notre ami, je me rappelle plus du nom du gars qui m'a envoyé le commentaire, mais cette personne se reconnaîtra et pourra me dire si bah, ce cadrage-là est peut-être un petit peu mieux. Bref, passons, et tout de suite on va se lancer dans le vif du sujet. Le film du week-end, c'est donc Oko et les fantômes. Un film de 2018, donc c'est assez récent, hein. C'est un film donc de Kitaro Kosaka, qui est sorti le 21 septembre, donc 2018 au Japon. Un film qui a été très bien reçu et qui est vraiment, vraiment très bien. Je spoil déjà ce que je vais dire à la fin, mais bon bref, on va s'arrêter à juste « il est très bien » et tout de suite on va se lancer dans ce film. Alors ce film, déjà d'un point de vue purement graphique, de l'animation, c'est un film qui m'a plutôt surpris, mais pas en négativement. Disons que c'est un film dont les dessins sont très épurés. On n'est pas dans quelque chose de complexe, d'élaboré. L'année 2018 me fait sans rappeler Violet Evergarden. Violet Evergarden qui est sans doute, dans les animés de ces derniers temps, de ces dernières années, l'un des animés les plus beaux visuellement de tous les temps. Et c'est sorti en 2018, c'est pour ça que je dis ça. On est d'accord, hein, en termes d'histoire, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est clair que là, on est sur une animation complètement différente, beaucoup plus simple, beaucoup plus peut-être un peu plus proche du cartoon, hein, avec des cheveux assez simples dans leur dessin. L'animation est vraiment simple, mais c'est pas qu'elle est mal faite, hein. Attention, hein, elle est très bien faite, mais elle est dans un style extrêmement simple, mais c'est totalement volontaire de la part du réalisateur. Et je pense que ça, c'est juste très bien fait. Mais c'est vrai que ça surprend. En voyant ce film comme ça, aux premiers abords, visuellement, c'est un peu surprenant, en vue de l'époque, en fait, où il sort. Alors, le film va raconter l'histoire de Oko, notre personnage principal. Et donc, elle est avec ses deux parents à une fête locale où sa grand-mère vit apparemment et tient une maison d'hôte ou une auberge, des sources chaudes. Ouais, peut-être pas une auberge, plutôt une maison d'hôte, c'est peut-être le meilleur terme. Et donc, ça se passe bien, une super fête, etc. Et Oko force un petit peu pour rentrer à la maison. Jusqu'ici, tout va bien. On est face à une enfant assez jeune, de 9 ans, 9, 10, 11 ans, je sais pas trop quel âge elle a, à vrai dire. Et puis, bon, bah, les parents, voilà, décident, très gentils, le père et la mère, tout ça, et on part à la maison. Tout va bien jusqu'ici. Sauf que, bam, le film vient à peine de commencer, on n'a pas eu encore le titre, et la petite famille va avoir un accident. Un camion, carrément, va se retrouver à contresens sur l'autoroute, après un accrochage dans l'autre sens, a priori, et la voiture de ses parents et d'Oko va percuter de plein fouet ce camion. Les parents sont morts, directement, sur le coup, probablement. En vrai dire, on n'a pas les détails, mais je pense que c'est pas très important. Et Oko a survécu. Oko est en vie et dans une image assez floue, alors qu'elle est sur le toit d'une voiture, une autre voiture accidentée, elle est sur le toit de cette voiture. Donc, elle s'en est sortie par on ne sait pas trop quel miracle, et elle voit brièvement une vision d'un fantôme qui s'évapore en fait de la zone. Enfin, qui part de la zone. On pourrait penser que c'est peut-être un esprit de quelqu'un qui s'est fait tuer sur le coup. Mais en fait, on se rendra compte un peu plus tard dans le film, enfin, pas tellement plus tard, carrément dans quelques minutes, que c'est pas le cas et qu'en fait, c'était Oribo, un des fantômes que Oko va voir et qui va l'accompagner pendant tout le film.
Donc le film, déjà, dans les 10 premières minutes, on a ce côté du double film. Genre le côté, on commence avec une ambiance super bon enfant, avec une enfant avec ses deux parents, on est sur un cartoon assez simple en termes de dessin, mais c'est volontaire. Et très gentil, ambiance, de telle manière que dans les 10 premières minutes, avant cet accident, t'es pas prêt en fait pour ce qui va arriver. Bon, non, peut-être pas 10 minutes, j'exagère un peu en termes de durée, mais en tout cas, dans le début, dans les premières minutes du film, tu t'attends pas en fait à ce que ce genre d'événement arrive. Et l'ambiance générale du film, après cet événement, va être exactement pareil. Entre le côté où Oko s'occupe de la maison, est en contact avec ses fantômes, etc., qui sont tout gentils, qui sont plutôt matérialisés sous la forme d'enfants, donc c'est pas des méchants fantômes, hein, et ça se passe super bien, voilà, c'est rigolo, il y a quelques petites scènes marrantes, et ce côté ultra triste de cette fille, de cette jeune fille, de cet enfant, qui est en train de faire le deuil de ses parents à l'âge de 10-11 ans. Donc le film jongle avec ça. Et il y a une masterclass, franchement, de la part de Kosaka. Et on va reparler de ce réalisateur, hein. Tout de suite, on va faire une petite parenthèse pour dire que ce gars, en termes de réalisateur, à la tête d'un projet, il n'a pas fait énormément de choses. On peut signaler Trèfle en 99, et évidemment aussi peut-être Nasu au début des années 2000. Et voilà, c'est pas des œuvres qui ont marqué l'histoire dans l'histoire de l'animation japonaise. Donc voilà, en termes de réalisateur, je dirais que c'est le premier film qui va lui permettre de parler de lui. Mais parce qu'on est dans un contexte aussi en 2018 où l'animation japonaise commence vraiment encore plus à exploser au grand public dans le monde entier. Donc, c'est un peu plus logique. Mais même si ce gars, en termes de réalisation, il n'a pas fait grand-chose dans sa carrière, il a quand même un background et une expérience de malade. Son expérience, elle est incroyable. Il a travaillé avec 5 des plus grands réalisateurs de tous les temps. Il a travaillé avec Rintaro sur L'épée de Kamui, X de Clamp ou d'autres choses comme ça, comme Metropolis aussi. Il a travaillé en tant qu'animateur sur Metropolis. Il a travaillé avec Isao Takahata sur Le tombeau des Lucioles. Il a travaillé également avec Hayao Miyazaki sur Nausicaa de la vallée du vent, Pogno sur la falaise. Bon, j'en ai sauté quelques-uns parce qu'il a aussi travaillé sur Princesse Mononoke, également sur Le voyage de Chihiro et Le château ambulant et Le château dans le ciel aussi, je crois. Peut-être pas tous dit, mais il en a fait presque les 3 quarts des films de Miyazaki en tant qu'animateur sur ce projet-là. Il a aussi travaillé avec Katsushiro Otomo sur Akira, et il a également travaillé avec Mamoru Oshii sur Tenchi no Tamago, L'œuf de l'ange. Donc voilà, il y a quand même ces 5 réalisateurs qui sont 5 des plus grands réalisateurs japonais de tous les temps. Il manque plus que rajouter Satoshi Kon, Mamoru Soda et évidemment Shinkai. Tu rajoutes ces 3-là, et là, je pense que tu les as quasi tous, hein. Donc voilà, il n'a pas une carrière en réalisateur de malade, mais il a travaillé sur tellement de grands films, de très grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire de la Japanimation, que voilà, le gars, il arrive quand même avec une expérience de malade. Précisons également, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, c'est vrai que d'habitude je le fais en début de vidéo, mais ce film est produit, Oko et les fantômes, est produit au sein du studio Madhouse. Madhouse, qui a vu pas mal de films de Rintaro, justement, être faits dans ce studio. Madhouse, qui est à l'origine de tellement d'animés et de films légendaires, qu'on va pas tous les nommer ici. Vous en connaissez forcément plusieurs dizaines d'œuvres de Madhouse. Enfin, c'est un studio mythique de la Japanimation, bien sûr. Donc voilà, notre ami Kosaka, c'est pas n'importe qui. C'est un gars en termes de réalisateur, il sort un peu nulle part, mais il a quand même une expérience de malade. Donc, Oko et les fantômes, voilà, c'est pas son premier coup d'essai, bien sûr. Donc comme je l'ai dit, on jongle dans ce film entre le côté de Oko qui va aider sa grand-mère et être la directrice junior, c'est très drôle d'ailleurs ce terme, de cette maison d'hôtes, et ça se passe bien, enfin c'est rigolo, elle fait des erreurs, elle fait des bêtises, elle se comporte un peu comme une enfant de 10-11 ans sur certaines scènes, comme une personne, comme un enfant qu'elle l'est en fait au final. Donc il n'y a rien d'incohérent là-dedans. Mais ça jongle justement avec ce côté des parents, faire ce deuil, accepter la mort de ses parents, parce il y a une maîtrise dans ce film de ce jonglage entre ces deux parties.
Là où on disait, il y a 2 semaines, sur le dernier film qu'on a analysé sur la chaîne, on parlait de Belle, de Mamoru Hosoda, sorti en 2021, ce film-là n'a pas cette maîtrise de changement entre ces deux mondes. Là, dans ces deux ambiances, c'est pas deux mondes différents, mais c'est plutôt deux ambiances différentes qui sont très marquées dans la joie et la bonne humeur d'un côté et l'extrême tristesse de l'autre. Mais ça s'emboîte parfaitement et il y a une maîtrise d'échange entre ces deux parties qui est formidable. Et ça, il faut en parler parce que c'est très, très, très important de dire l'échange entre ces deux parties du film qui sont parfaitement orchestrées. Et ça, c'est bien. Je prends l'exemple de la fameuse scène du pudding où, pour la première fois, Oko, dans cette maison d'hôte de sa grand-mère, va manger et goûter un peu le pudding des sources chaudes, qui est un élément qui va revenir, un dessert qui va revenir pas mal de fois dans le film. Et juste au moment où elle va se rendre compte que quelqu'un l'a mangé à sa place, mais on ne sait pas trop qui c'est, et à vrai dire, on n'a jamais su qui c'était, on va jongler avec un moment de souvenir de son père qui avait mangé un gâteau et qu'il avait, je crois, un peu graillé le gâteau que sa femme avait commencé, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a une histoire de gourmandise, etc. Et il y a Oko dans ce souvenir-là qui se voit avec ses parents. Je pense que c'est un souvenir qu'elle a connu, du coup, du vivant de ses parents, je pense. Je peux me tromper, on peut analyser ce passage dans plusieurs manières différentes, soit comme étant un souvenir, moi je pense que c'est un souvenir, mais ça pourrait être aussi compris comme étant une chose, un événement en fait que Oko se crée sur le moment, genre comme ça maintenant, pour faire croire que ses parents sont encore vivants, peut-être, c'est possible. Euh, et du coup cette séquence continue, et les parents d'Oko vont finalement lui dire alors bientôt c'est ton premier jour d'école, tu vas aller en classe, machin, tout ça. Pour une enfant, normale. Et bim, qu'est-ce qui se passe après? On retourne dans le monde du présent sans aucune transition, directement dans le monde donc où Oko est dans cette auberge, mais elle va se retrouver directement dans la salle de classe pour se présenter auprès de ce nouveau camarade. C'est là où elle va faire la rencontre de la fameuse Miss Froufrou. Assez rigolo. Justement, ce monde-là, entre Miss Froufrou et Oko, il y a la confrontation, il y a... Et c'est plutôt amusant, ça fait partie des séquences assez marrantes du film. Donc, vous voyez en fait cet enchaînement d'événements, et pourtant on est passé d'un monde à un autre et on est revenu dans l'autre. Mais c'est tellement fluide et tellement maîtrisé de la part de Kosaka que franchement, il n'y a que à applaudir dans ce genre de séquence. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime voir dans les films. Un film qui va jongler entre plusieurs émotions, plusieurs événements, plusieurs choses différentes, plusieurs thématiques, mais qui va toujours faire en sorte que son film reste stable, reste fluide, reste cohérent. Ça a l'air d'être stupide comme truc et tellement évident, mais en fait c'est très dur à faire. Et on s'en rend pas compte en fait, nous en tant que spectateurs, de la difficulté en fait de faire en sorte que ce soit fluide. C'est pas si évident, c'est vraiment dur. Et là, Kosaka a montré qu'il le maîtrise mais parfaitement. Enfin, je trouve dans cette séquence c'est assez éloquent. Et donc le film va continuer avec justement, je le disais, cette confrontation entre Miss Froufrou, je vais l'appeler comme ça, et du coup notre personnage principal Oko, ce qui va provoquer un peu la colère de sa grande sœur qui est morte il y a des années et qui donc est sous la forme d'un fantôme qui s'appelle Mio. Et Mio va enfin, un peu se confronter avec Oko, puis va devenir son ami, etc. Elle va rejoindre Uribo dans cette ambiance un peu Oko avec ses fantômes. Puis Suzuki aussi, le petit démon qui viendra un peu plus tard. Mais ce qui est important de souligner, c'est ce côté de souvenir aussi et de douleur du passé par rapport aux fantômes. Et de la douleur similaire entre les morts et les vivants. Du côté de justement cette grande sœur Mio qu'elle a jamais connu sa petite sœur, et finalement sa petite sœur, bah, elle est plus grande qu'elle maintenant, qu'elle est morte à l'âge de 7 ans, Mio, on sait pas trop de quoi d'ailleurs, et Uribo qui est mort juste d'une chute mortelle, juste après que la grand-mère de Oko soit partie de la ville, enfin du village. Et du coup, la grand-mère ne sait pas que Uribo est mort. Donc elle a peut-être oublié. Uribo, lui, n'a jamais oublié la grand-mère d'Oko. Et c'est quand même formidable. Hein. C'est super bien maîtrisé et c'est très émotionnel, c'est très fort. Il y a de l'émotion, mais en même temps, il y a du rire. Des blagues un peu nulles, tu vois. Uribo qui fait n'importe quoi. Oko qui fait des gaffes. La confrontation Oko Miss Froufrou, c'est drôle tout ça. Mais pourtant, le fond de cette histoire est extrêmement sombre.
Enfin, je trouve, parce qu'on parle quand même de deuil, de quelque chose de difficile. L'une des séquences qui m'a le plus marqué dans ce film, donc avec notre amie la voyante, Mademoiselle Sourio, qui emmène Oko faire du shopping. Et il y a ce traumatisme d'Oko qui revient quand il y a un camion qui va croiser la route de Oko, où Oko va avoir une crise d'angoisse en voyant ce camion passer. Et elle serre très fort dans ses mains les poupées qui représentent ses trois amis fantômes, Oribo, Mio et Suzuki. Enfin, Suzuki n'est pas un fantôme mais un démon, mais ouais, disons que c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais bon, bref. Et du coup, c'est très fort cette séquence parce que le traumatisme qui revient et Mademoiselle Sorio qui arrive à la calmer. Et finalement, ce qui la calme, c'est vraiment la vision d'Oribo et Mio qui étaient là pour la soutenir et qui l'ont suivie en tant que fantôme. C'est formidable, c'est très beau, c'est très poétique. Une des scènes aussi qui est très marquante, c'est la scène qui se passe avant, où Akane et son père vont héberger dans la maison d'hôte. Et il y a cette confrontation entre Oko et Akane sur le deuil de la mort, accepter, aller de l'avant. Oko qui fait ses grands discours alors qu'elle du haut de ses 10 ans. Bon, pourquoi pas. Mais là aussi, ça soulève les questionnements et ça met en avant les questionnements que ce film pose en fait. Et c'est là aussi très belle scène. Mais je pense que de loin, la scène qui a ému le plus de personnes, c'est évidemment la scène finale où il y a Mademoiselle Sorio, Miss Froufrou, la grand-mère, les employés, et puis cette fameuse famille avec le père, la mère et le fils qui sont dont le père est le responsable, on peut dire le tueur, entre guillemets, des parents d'Oko. C'est lui qui a dévié, qui a provoqué la chute du camion. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé exactement dans l'accident, mais c'est entre guillemets lui le responsable. On ne sait pas si c'est une voiture derrière ou si c'était de l'autre côté de la route, etc. C'est une réaction en chaîne, on ne sait pas trop. On ne sait pas vraiment quelle était la voiture, où est-ce qu'il était au moment de l'accident, et c'est pas très important. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on affiche ce père comme étant, entre guillemets, le responsable de la mort des parents d'Oko. La tristesse qu'elle ressent, pas de colère, pas de rage, pas de haine, juste de la tristesse. Et cette séquence qui rassemble tous les personnages devant la maison d'hôte est juste très belle. Et allons de l'avant, faisons le deuil. Et elle voit ses parents une dernière fois en disant tout va bien se passer, ma chérie. Voilà. Et avant cette séquence, tu as justement le côté où elle part. Elle part en fait de là où il y avait les responsables, entre guillemets, de la mort de ses parents. Et elle cherche Uribo et Mio, qu'elle n'arrive plus ou quasiment plus à voir. Donc là aussi, grande scène de tristesse. Et j'avoue, dans cette séquence-là, j'ai lâché ma petite larme. Je l'avoue, je l'avoue. Non, parce que franchement, c'est juste formidable ce qui est fait. C'est très fort. Limite, j'aurais presque préféré que le film s'arrête là, sur cette séquence-là, et qu'on n'aurait pas été jusqu'à la scène finale où il y a Miss Froufrou et Oko qui dansent ensemble pour la cérémonie, qui symbolise, entre guillemets, les 1 an du début du film. Ça fait 1 an que le film a commencé, et donc 1 an que ses parents sont morts, grosso modo. Et là, c'est un dernier au revoir à Uribo et Mio, mais on dit on va bientôt se revoir, machin. Ils partent dans le ciel et le film se termine comme ça. Mais là, j'ai envie de dire, j'aurais presque préféré qu'on se serait arrêté sur la scène une scène où tous les personnages sont réunis dans l'auberge et on se réconcilie. Et il y a les parents qui regardent leur fille pour la dernière fois derrière la fenêtre et s'envolent vers le paradis. Moi, j'aurais arrêté le film comme ça. Mais Kosaka, qui nous a épatés depuis le début de ce film, a décidé de rajouter une séquence pour peut-être aussi appuyer sur le lien avec Oribo et Mio et pour un peu réconcilier Oko et Miss Froufrou, pour effacer tout antagoniste de cette histoire. Parce qu'il n'y a pas d'antagoniste dans cette histoire, bien sûr, mais on pourrait dire Miss Froufrou, elle n'est pas très gentille, machin. Même si elle, avec la recette qu'elle donne, ou le soutien qu'elle peut apporter dans la communauté des maisons d'hôtes ou des hôtels de la région, elle est très gentille dans ce qu'elle fait aussi. Donc finalement, moi je pense que le film aurait pu s'arrêter sur la séquence devant l'auberge. Enfin, devant la maison d'hôtes plutôt. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, voilà, il y a une séquence de plus, mais ça pose aucun préjudice. Parce que cette scène est quand même pas mal. Mais je trouve, ouais, j'aurais pas fini comme ça. Mais bon, bref, peu importe. Donc vous l'avez compris, sur ce film, conclusion finale, je l'ai adoré. Franchement, super film.
J'ai rigolé, j'ai été triste. Franchement, c'est parfait. Ce genre de film qui te font ressentir les deux émotions, enfin pas à la fois, mais successivement, et ça échange, et que la fluidité de ce film est cohérente, et ça fonctionne bien du début à la fin, me fait dire, mais c'est formidable. Et c'est peut-être le film de l'année 2018. Alors, vous me direz, ouais, il y a eu beaucoup d'autres films en 2018, c'est vrai, mais ce film, quand même, c'est un très haut niveau. Pour moi, c'est l'un des meilleurs qui a été sorti en 2018. Mais ce film est très beau, et Kosaka, moi, j'ai hâte de voir une production future à lui. Il n'y a rien qui est annoncé, je crois, si je dis pas de bêtises, prochainement pour lui. Moi, j'ai hâte de revoir un film de ce type-là qui pourrait être réalisé par Kosaka. Moi, franchement, je fonce dessus direct, hein, sans aucune hésitation. Ce film, franchement, m'a épaté et mérite applaudissements. Et franchement, je pense que si vous le voyez, vous aurez peut-être le même ressenti que moi, dans l'idée que vous allez peut-être lâcher vos petites larmes, mais vous allez quand même rire. Évidemment, pas en même temps, ça serait bizarre sinon. Enfin, je pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'en ai dit beaucoup. C'est un très bon film d'animation, je vous recommande de le voir. Et on se retrouve évidemment du coup la semaine prochaine. On continue sur Evangelion, les épisodes 10 à 12 hein, la semaine prochaine, pour arriver à la mi-animée quasiment, presque. Bon, évidemment, après, il y a Died of Evangelion, les films, hein, tout ça. Donc, on n'a pas du tout fini, hein, bien sûr. Pas que la série qui sera traitée. Et puis, dans 2 semaines, on se retrouve pour un nouveau film d'animation. Je vous en dis plus, évidemment, la semaine prochaine, comme d'habitude. Et sur ce, on se dit à plus tout le monde.